Bonjour et bienvenue dans Point de vue. Nous sommes installés cette semaine au cœur du massif du Jura. Cette émission est consacrée au ski de fond. Le nordique est évidemment associé à ce massif du Jura et ce pour différentes raisons. Tout d'abord des raisons économiques, nous parlerons notamment des skis Wendel, des skis de fond fabriqués fait main. Des raisons sportives, nous parlerons de la transjurassienne et du circuit World Lopette. Et puis nous parlerons d'événements avec les Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne en 2020 qui seront en partie en France sur le massif jurassien. Point de vue et le nordique depuis l'espace des mondes polaires de Prémanon, c'est tout de suite. Il n'y en a pas d'autre en France. Wendel est le seul fabricant indépendant de skis de fond, des skis de fond en bois ou des skis de fond en carbone ultra légers. Alors notre invité est Mehdi Wendel. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors ces skis Wendel, ces skis de fond Wendel, c'est avant tout une histoire de famille. Alors effectivement, c'est une aventure familiale donc, qui a débuté avec notre grand-père en 1937, donc, qui de son état premier était menuisier et a commencé à fabriquer ses premières paires de skis de fond donc, au cœur du massif du Jura, à Bois d'Amont. Quelles sont les grandes étapes qui ont fait la légende de votre famille et de cette fabrication de skis de fond jusqu'à aujourd'hui, ces skis de fond en bois et ces skis de fond en carbone que l'on voit derrière vous? Alors donc les grandes étapes principales, ce qui a fait déjà la reconnaissance de notre grand-père à l'époque, à l'origine de la marque, c'est le fait de fabriquer des skis en lamellé collé. Donc non plus cintrés à la vapeur comme le principe des douelles de tonneau. Donc ça, on avait des skis qui tenaient dans le temps, donc les gens venaient acheter exprès les skis et se déplaçaient pour venir chercher les skis chez notre grand-père. Ensuite, la seconde grosse étape de la vie de la société, ça a été donc l'année 1972. À l'époque, donc c'est notre papa qui secondait ce coup-ci notre grand-père, donc notre père Yvon Wendel, et qui a eu l'idée pour la première fois de mettre une semelle plastique en fait sur des skis en bois, qui étaient tout en bois à l'époque. Et donc là, ça a eu pour but de révolutionner la glisse, et puis aussi des systèmes d'anti-recul, puisqu'on a vu apparaître pour la technique du classique, technique qui était la seule existante aussi à l'époque. Hein, il n'y avait pas le skating. On ne parlait pas de skate. Donc on a vu l'apparition des systèmes d'écailles ou même de la pluche qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais alors ça veut dire que le plastique, c'est votre père et grand-père qui l'ont inventé, ou alors c'est pas du tout les grandes sociétés, les grandes entreprises qui fabriquent des skis de fond? Alors sur le ski de fond, pas du tout. Pas du tout? Non. Il y avait encore des skis en bois. Le ski de fond, c'était que du ski en bois. Alors pour la bonne et simple raison, c'est que du fait que c'était que la technique de ski classique, c'est-à-dire dans les rails, il fallait absolument qu'on puisse retenir en montée. Donc à l'époque, il n'existait qu'une chose pour retenir, c'était le fard de retenue de la colle à neige. Et donc cette colle à neige, elle avait été développée pour tenir uniquement sur le bois. Donc personne n'a eu l'idée un jour d'utiliser du plastique sur des skis de fond, sachant que ça existait quand même sur les skis alpins, puisque le but de la descente, c'était de gagner en vitesse. À la suite donc de cette innovation, les semelles plastiques, une autre grande étape derrière? Donc l'autre grosse étape, ça a été donc l'apparition du skating donc, au milieu des années 80. Et entre autres, on a été aussi dans les premiers à développer des skis justement plus courts par rapport aux skis classiques qui étaient tendance plus longue, pour pouvoir être adaptés à la pratique du pod patineur, comme on appelait à l'époque. Des skis plus courts et plus légers? Alors plus légers, après effectivement, donc on a été à l'origine de recherche, on a été chercher et piquer quelques petites idées dans d'autres domaines industriels qui n'avaient rien à voir avec le ski, entre autres l'aéronautique. Et on a été dans les premiers à utiliser ce qu'on appelle le nid d'abeille, donc un matériau complètement vide qui se retrouve à l'intérieur des skis. Matériau résistant, mais qui effectivement qui est composé de trous en fait. Hein. Voilà, c'est réellement nid d'abeille, ça porte bien son nom. Si vous avez déjà vu l'intérieur d'une ruche, c'est vraiment des formes hexagonales. Donc c'est 90% de vide avec quelque chose qui est très résistant à la compression. La société Wendel, à la suite de cela, elle s'est fortement développée? Oui. Donc toutes les années 80 ont vu effectivement l'explosion de la pratique du ski comme un loisir aussi. Donc il faut savoir qu'au milieu des années 80, on était le 3e producteur d'Europe centrale de ski de fond, avec 12 000 paires de skis fabriqués par an. 3e producteur derrière les grandes marques? Derrière 2 grandes marques qui sont encore existantes aujourd'hui, donc pour les nommer le numéro 1 Fischer et puis Rossignol. Et vous étiez numéro 3 mondial? Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que maintenant vous êtes revenu à une taille beaucoup plus modeste. Alors tout à fait, donc après on a connu les aléas de la météo, c'est-à-dire de 85 à 89, on a connu de très mauvais hivers, c'est-à-dire pas de neige du tout, que ce soit en Europe centrale
même au niveau mondial, c'est-à-dire même la Scandinavie avait été frappée à l'époque. Et nous, en tant que petite structure familiale, donc qui comptait 25 personnes à l'année quand même, mais on a connu des difficultés financières et donc une disparition de l'entreprise pendant 2 ans, de 89 à 91. Et on va dire un redémarrage de façon plus artisanale à partir de 1992 sous l'égide de notre papa Yvon Vandel. Les Ski Wendel, du coup, aujourd'hui, c'est combien de salariés, la taille de l'entreprise? Donc la taille de l'entreprise, c'est 3 personnes salariées à l'année. Donc avec une production de 300 paires de skis par an, tout modèle confondu. Et puis donc à côté de ça, une adjonction d'activités avec un magasin de sport qui a été créé pour vendre nos produits en direct au public et aux particuliers. Alors, vous produisez donc des skis en bois que nous avons sur le plateau, des skis en carbone. Quelles sont, si on les compare, leurs spécificités, l'intérêt de l'un ou de l'autre? Alors effectivement, on est sur des opposés totales, donc on va de A à Z. Donc l'avantage d'un ski bois, c'est l'amour et l'attache à une matière noble qu'est le bois. En l'occurrence, on mélange plusieurs essences comme le frêne, le peuplier et l'épicéa de la forêt du Rizou, donc juste à côté de nos ateliers. Alors il faut savoir que la particularité de ce ski-là, on arrive à des skis quand même plus légers qu'un ski, on va dire, en composite et en plastique traditionnel, puisqu'on a une paire de skis qui pèse 900 grammes la paire. Et alors les skis carbone, l'autre intérêt? Parce qu'on est sur autre chose là. Alors effectivement, là, on est sur autre chose. Donc là, c'est vraiment le gain de poids qui est cherché au maximum. Et donc avec une paire comme le modèle LC4, où on a un noyau, donc un squelette du ski qui reste avec une arme en bois. On a donc toute la musculature du ski, donc tout l'extérieur du ski qui est réalisé en carbone. Et là, ça nous permet d'avoir une paire de skis qui pèse 800 grammes la paire. Alors le carbone, on imagine que c'est pour l'élite, c'est peut-être un peu rigide, trop rigide pour le skieur de fond lambda, comme moi. Moi, c'est plutôt un ski de fond en bois qu'il me faudrait plutôt. Alors non, pas forcément. Pas forcément. Non, justement. Donc la particularité de notre production, on peut résumer à un service course pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que ce soit le modèle bois ou le modèle carbone, on va l'adapter en fait en fonction de la morphologie du futur utilisateur. C'est un ski sur mesure. Voilà. Donc on va prendre en compte votre poids, la taille. Faut pas grossir du coup. Ah non, interdit. Une fois qu'on a une paire de skis chez nous, c'est plus autorisé, plus de fondu. Ok. Donc après, on va l'adapter au poids, mais surtout aussi à la façon de skier. Donc quelqu'un qui est débutant, on mettra des skis un petit peu plus tolérants que quelqu'un qui est un skieur plutôt averti. Qui sont vos clients qui passent dans votre magasin finalement à acheter ou commander des skis Wendel sur mesure et qui se détournent des grandes séries de la grande production? Aujourd'hui, on est dans le fonctionnement global de la société actuelle. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ce qui est produit de grande production et de masse. Il y a des gens qui cherchent l'originalité. Donc, la principale clientèle que nous avons, c'est ce type de personnes-là, des gens qui veulent sortir de l'ordinaire et avoir quelque chose de différent au pied quand ils sont sur les pistes. Mais on pourrait retrouver certains athlètes de haut niveau, certains grands sportifs français avec des skis Wendel, ou ça non, c'est un pas qui est encore un peu plus compliqué à franchir? Alors aujourd'hui, on pourrait. Le pas est compliqué à franchir dans le sens d'une raison toute simple. C'est que c'est dépendant des moyens financiers de l'entreprise pour subvenir au contrat de sponsoring. Ouais, pour devenir fournisseur officiel, effectivement, il faut avoir une véritable assise financière. Voilà. Et donc là, effectivement, pour le coup, ce n'est pas votre portée pour une entreprise artisanale comme la nôtre, c'est effectivement plutôt compliqué. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, certains sportifs de haut niveau ont déjà testé et utilisé nos skis à titre de découverte. Mehdi Wendel, simplement une idée de prix, combien ça peut valoir des skis de fond Wendel en bois ou en carbone? Donc sur la version bois, nous sommes sur une paire de skis qui vaut 400 €, fixation incluse, hein, je le précise. Et pour la version carbone, on est à 550 € pour une paire de skis. Ça reste donc accessible? Ça reste plutôt accessible au vu du prix du marché actuel. Voilà, dans un prix moyen de ce que sont les skis de fond actuellement. Voilà. Donc c'est faisable pour le plus grand nombre. On peut commander dans toute la France? Alors on peut commander dans toute la France et dans le monde complet, donc par l'intermédiaire de notre site internet. Oui, d'accord. Vous êtes référencé sur internet, vous avez tout ce qu'il faut pour effectivement communiquer avec tous ceux qui souhaiteraient se renseigner sur ces skis Wendel. Tout à fait. Merci à vous, Mehdi Wendel, donc dirigeant de cette société Ski Wendel implantée dans le massif du Jura. Merci à vous. Merci Sébastien.
S'il y a bien une épreuve mythique dans le Jura, c'est la tranche jurassienne, la tranche Jus comme on dit ici, avec 68 km entre Les Rousses et Mout, avec également plusieurs déclinaisons pour que cette épreuve de ski de fond soit accessible au plus grand nombre. Alors nous sommes avec une grande spécialiste de cette épreuve, la tranche Jus. Il s'agit de Annette Lamy-Chapuis. Bonjour. Bonjour. Alors, outre le fait d'être la maman de Jason Lamy-Chapuis, un champion olympique et puis quintuple champion du monde, vous êtes aussi une grande spécialiste de la tranche Jus, puisque vous êtes aujourd'hui bénévole, mais vous étiez dans l'organisation, dans le comité d'organisation. Oui, justement, j'ai commencé en tant que salarié en 98, quand la nouvelle organisation a pris les choses en main. Et voilà, je fais partie de cette aventure depuis maintenant 20 ans. La tranche Jus, c'est vraiment l'épreuve du Jura, une épreuve mythique qui rayonne bien au-delà des frontières du Jura. Oui. D'ailleurs, franchement, c'est vraiment l'épreuve mythique qui est reconnue en tant qu'épreuve forte, même en France, mais au-delà bien sûr. La tranche Jus fait partie de la fédération de la World Lopette, qui est une fédération qui est forte de 20 membres sur 4 continents. Donc, on a tous les ans environ une trentaine de nations qui participent à la tranche Jus. On va en parler de la World Lopette, mais avant cela, la tranche Jus, 68 km pour l'épreuve reine, l'épreuve phare entre Les Rousses et Mout. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette épreuve? C'est le parcours qui est si particulier, c'est l'ambiance. Qu'est-ce qui fait la particularité de la tranche Jus? Alors, la particularité de la tranche Jus, c'est les deux choses que vous avez mentionnées. C'est le parcours qui est un parcours linéaire. Donc, en commençant à la Mora, en finissant en Mout, donc en commençant dans le Jura, en finissant dans le Doubs, et en passant par la Suisse. Donc, c'est vrai que ça concerne 2 pays et 2, voire 3 départements si on compte la Suisse. Et cette ambiance mythique de passage dans les villages du parcours, avec une ambiance qui est vraiment reconnue à l'échelle mondiale, quoi. 41e édition pour cette année? 40e anniversaire donc, de la tranche Jus, oui. Et alors, du coup, tout est déjà prêt, les inscriptions sont bouclées ou on peut encore s'inscrire jusqu'à la dernière minute? Comment ça fonctionne? Non, alors on peut encore s'inscrire. La date limite des inscriptions précise, je ne l'ai pas en tête. Mais on peut encore s'inscrire maintenant et jusqu'à J-1 semaine en tout cas. La légende de la tranche Jus, c'est aussi les meilleurs athlètes qui se sont imposés sur la tranche Jus, les meilleurs fondeurs français par exemple? Oui, alors c'est un rendez-vous pour les meilleurs fondeurs français. Les personnes qui participent, ça dépend souvent aux grandes épreuves qui sont derrière. Est-ce que les mondiaux suivent tout de suite derrière? Est-ce que les Jeux olympiques c'est souvent une épreuve de préparation ou une épreuve à ne pas manquer s'ils ont le temps et si leur entraînement en préparation permet. Alors la tranche Jus, vous l'avez dit tout à l'heure, s'inscrit dans un circuit international qui s'appelle World Lopette. Quel est ce circuit? Moi je connais la Vasa Lopette, mais quel est ce circuit World Lopette? Le World Lopette, elle existe, elle a été d'ailleurs fondée en Suède par une petite groupe de fondateurs, donc y compris la Marcha Long, le Birkebeiner Rennet, la Vasa Lopette, les États-Unis. Et le but, maintenant, c'est une fédération internationale de 20 nations comme objectif pour promouvoir le ski de fond dans le monde entier. Le ski de fond avec des épreuves longues et populaires, c'est ça la particularité. On est sur des formats longs. C'est les formats longue distance et c'est des épreuves populaires. Je disais les statuts de la World Lopette récemment quand on les a retravaillés. Et dans des premiers objectifs, c'est pour promouvoir la paix dans le monde à travers le ski de fond. Épreuve de masse donc à travers le ski de fond. La première, c'était quoi? C'était bien la Vasa Lopette en Suède? C'était ça la première épreuve de masse populaire ou pas forcément? C'est des détails, pas forcément. Je connais pas. Je sais qu'il y a le Birkebeiner Rennet, il a fêté ses 100 ans il n'y a pas très longtemps. La Vasa Lopette, c'est à peu près dans les mêmes dates. Mais le nom World Lopette est né de Vasa Lopette ou pas du tout? Oui, alors parce que le mot Lopette, ça veut dire grand rassemblement. Donc, grand rassemblement avec une échelle mondiale, world. Donc aujourd'hui, 20 épreuves dans le monde ou il y en a plus? Il y en a 20. Donc, il y a un par nation. Elle est proposée par la fédération, donc il faut que ce soit la course la plus importante dans le pays. Et il y a donc un par pays.
Qui participe, parce qu'on connaît forcément le circuit international du ski de fond avec des épreuves qui rentrent dans un format de Jeux Olympiques. Là, c'est autre chose. Ce sont aussi des grands athlètes qui participent? Ce sont aussi des grands champions, ou ce sont entre guillemets des challengers, des gens qui n'ont pas leur place dans les formats olympiques et qui du coup se rabattent sur les formats longue distance? Alors il y a un peu de tout. Donc nous, on focalise sur le coureur populaire. C'est vraiment les masses, le skieur populaire qui est la plus importante. Mais à l'intérieur de la Fédération de World Olympic, il y a aussi un circuit élite qui parfois est couru par les Dario Colonia du monde, mais ça vise surtout un coureur des longues distances qui n'a pas spécialement les mêmes qualités qu'un coureur pour une Coupe du Monde, pour un sprint ou les plus courtes distances. Mais on focalise surtout sur le coureur populaire. Le coureur populaire avec un passeport. Il est là, présent sur notre table. Le passeport World Lopet, qu'est-ce que c'est? Le passeport World Lopet, c'est juste c'est un document pour motiver les gens de faire des différentes courses dans des différents pays. Et dans ce passeport, on documente nos passages, nos 30 courses, qu'on a fini la course, nos classements. Et au bout de 10 participations, donc forcément une course outre-mer, on peut devenir Master World Lopet. Ils sont combien à rentrer dans ce cercle finalement assez fermé, d'avoir participé à autant de courses et rentrer dans ce cercle des Masters? Ils sont petits, c'est un petit nombre j'imagine, ou non? Il y en a non, il y en a vraiment beaucoup. Il y a un truc comme, je n'ai pas révisé mes chiffres, mais il y a en tout cas plus de 20 000 passeports qui circulent, et avec tout le monde qui a objectif de devenir master, il y a des masters qui sont multiples masters, qui ont rempli peut-être 7-8 passeports, donc qui continuent à tourner dans le circuit. 20 000 passeports qui circulent sur le circuit World Lopet, ça veut dire qu'il y a plus de 20 000 fondus qui font le tour de la planète pour pour tenter et essayer toutes ces épreuves de ski de fond de masse populaire. Oui, si on parle de chiffres de coureurs, tous les ans, il y a entre 30 et 40 000 coureurs qui participent dans les épreuves World Lopet chaque année. Alors que le nombre est limité à la Tranche-Jus, c'est combien? C'est 4 500 coureurs pour la Tranche-Jus? Oui, c'est juste. Ouais, donc du coup, effectivement, ça fait du monde. Du coup, il y a de la place pour tout le monde, ou du coup, les inscriptions sont limitées? Il y en a qui sont limitées, d'autres pas, parce qu'ils ont l'espace qui peut accueillir plus ou moins de monde. Les chiffres sont différents pour chaque épreuve. Il y a des épreuves qui vendent toutes leurs inscriptions dans 15 minutes. Enfin, c'est très varié. Le but de la World Lopet, c'est en fait d'assurer les courses de bonne qualité, mais pas les courses copie conformes. C'est vraiment à respecter une culture locale et toutes les traditions, mais de fournir les courses de qualité. Qu'est-ce qui manque maintenant à ce circuit World Lopet? C'est encore un peu plus de renommée, ou non, pas forcément? On souhaite rester à notre niveau pour justement rester très populaire et rester épreuve de masse, ou alors on cherche plus de notoriété encore? Oui, on cherche continuellement à toucher plus de coureurs, à continuer à stimuler la participation, pour stimuler le sport, la pratique du ski de fond en général. Ma dernière question, la Transjurassienne est rentrée donc dans le circuit World Lopet, c'est assez récent, c'est figé ou ça pourrait changer? Il pourrait y avoir une autre épreuve française qui rentre dans le circuit World Lopet? Alors, tel que le World Lopet, les statuts du World Lopet existent aujourd'hui, une autre course ne rentrera pas tant que le Tranche-Jus existe. Et enfin, ce n'est pas du tout dans l'objectif de la Tranche-Jus de se retirer de cette fédération qui nous apporte énormément. Qui apporte énormément à la Tranche-Jus et à tout le massif du Jura. Oui, merci à vous, Annette Lamy-Chapuis. Merci, un grand spécialiste de la Tranche-Jus et de ce circuit World Lopet. Vous êtes l'une des références en France sur cette question. Merci à vous. Merci à vous. Le Jura, terre de nordique. Alors, dans un an tout juste, on va parler Jeux Olympiques ici dans le massif du Jura. Notre invité, William Traxel, va tout nous expliquer. Notre invité qui est également l'ancien coordinateur de la Tranche-Jus. On vient de parler de la Tranche-Jus, cette épreuve de masse de ski de fond. Alors tout d'abord, un mot de la Tranche-Jus. Vous n'êtes plus dans le comité d'organisation, mais j'ai envie de dire quand on a fait partie de cette grande épreuve qu'est la Tranche-Jurassienne, on y reste quelque part.
Affirmatif, oui, oui, bien entendu, Sébastien. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir pendant 20 ans, j'allais dire, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, mouiller la chemise pour développer les choses et puis après s'en désintéresser. Non, non, la fibre nordique, elle est en moi depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né ici sur le massif du Jura et que, effectivement, j'ai à cœur maintenant de pouvoir la faire, les skis au pied. Participer, tout simplement, voilà. ce qui est déjà une grande chose. Ce qui est une grande chose et qui n'était pas compatible avec l'organisation quand on est aux manettes, comme on dit, ben voilà, on est trop pris ces jours-là pour pouvoir être sur les skis. Alors William Traxel, on voit votre polo Lausanne 2020, on voit le logo des Jeux Olympiques. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans un an tout juste et qui concerne le massif du Jura? On va parler de Jeux Olympiques de la jeunesse. Oui, alors là, il y a eu une véritable opportunité à saisir pour le Stade des Tuffes, géré par l'école, le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne de Prémanon. Et effectivement, sur ces Jeux Olympiques de la jeunesse, il y a un certain nombre de pratiques sportives, du ski alpin, du bobsleigh, du ice hockey, enfin différentes disciplines, dont le ski nordique. Et vu qu'en Suisse romande, il n'y avait pas d'équipement véritablement de renom international, aussi bien pour le biathlon que pour le saut à ski, demande a été faite de la Suisse auprès de la France pour voir si c'était possible de le faire ici chez nous dans le massif du Jura. Et j'allais dire, heureusement, il y avait aussi des antériorités de collaboration entre la vallée de Joux et les Tuffes, mais aussi Chaux-Neuve. Chaux-Neuve, on a eu l'occasion d'organiser avec la vallée de Joux, il y a une dizaine d'années, des Coupes du Monde de combiné nordique, avec une partie, le saut qui se faisait à Chaux-Neuve et le fond à la vallée de Joux. Donc voilà, je veux dire, il y avait aussi cet aspect historique qui facilitait les contacts et qui a fait que Lausanne est venue nous demander plutôt que d'aller demander ailleurs. Donc dans un an tout juste, Lausanne va organiser ses Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça sera du 10 au 22 janvier 2020. Du coup, les épreuves nordiques de ces Jeux Olympiques de la jeunesse vont se dérouler en France, sur les sites nordiques du Jura? Alors, en France, pour la partie saut, garçons et filles, puisque aujourd'hui les féminines sont bien présentes dans le saut à ski. En combiné nordique, la même chose, garçons et filles. Et en biathlon, toujours garçons et filles. Et puis le ski de fond se jouera sur la vallée de Joux, dans le Jura, mais côté suisse. Voilà, en tout cas, voilà, c'est une vraie reconnaissance pour le massif du Jura de cette expertise sur les disciplines nordiques. Si vous me permettez, voilà, le Jura, terre de nordique. Le Jura, terre de nordique, on a tout dit quand on a dit ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Jeux Olympiques de la jeunesse? On connaît forcément les Jeux Olympiques qui sont très classiques, mais ces Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est assez récent, c'est né en 2010-2012? Oui, le CIO a souhaité, au-delà de, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, la grande messe des Jeux Olympiques, de réfléchir sur un format différent, vraiment adressé aux jeunes, et qu'au-delà de la performance sportive, sur ces compétitions, bien sûr, le rang compte, mais au-delà de la compétition pure et dure, il y a vraiment un volet très important d'échanges culturels, connaissances entre les jeunes athlètes, et justement, au-delà des compétitions, il y a des programmes spécifiques d'animation et d'échanges qui sont prévus. Ils ont quel âge, ces jeunes qui participeront aux Jeux Olympiques de la jeunesse? Entre 15 et 18 ans. C'est donc l'avenir, c'est les grands champions de demain? Absolument, on peut le dire comme ça. Et on l'a déjà vu dans les éditions passées, puisque la dernière édition s'est tenue à Lillehammer, et que l'édition précédente, la première, celle de lancement, s'est tenue à Innsbruck, donc il y a 8 ans. Aujourd'hui, du coup, quand Lausanne s'est tournée vers vous, la France, et vous qui êtes donc le référent, le coordinateur pour organiser ces épreuves nordiques, vous êtes dit « Oh là, quel chantier !» Alors, c'était un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que justement, comme c'est une première que des Jeux se jouent sur 2 nations, il y a déjà eu un accord entre la Suisse et la France, au plus haut niveau de l'État, au niveau du ministère des Sports. Et le ministère des Sports, connaissant très bien et par nature le Centre national de ski nordique de Prémanon, c'est ça qui a été le trait d'union important, et que du coup la candidature nous a été demandée d'organiser ces épreuves. Je veux dire, c'est parce qu'il y a ce contexte qui est déjà établi. Alors par contre, le gros avantage pour le ski jurassien et les skieurs jurassiens, c'est que c'est une opportunité fantastique pour booster l'équipement global du Stade des Tuffes. Il y aura 6 millions d'euros qui ont été investis, qui n'auraient pas été investis là s'il n'y avait pas cet objectif majeur d'événement international. C'est la question que j'allais vous poser. Les sites existent déjà, mais on va les moderniser?
On les modernise, c'est vraiment en cours de finalité de cette modernisation, aussi bien pour le tremplin qui était désuet, qui ne pouvait plus fonctionner, donc ça vous permet de le remettre au goût du jour avec configuration été-hiver, c'est-à-dire que ça permettra des compétitions aussi bien en été qu'en hiver. Et puis au demeurant, le pas de biathlon qui a maintenant pris véritablement une dimension qui permet d'organiser des compétitions internationales. Alors dans un an tout juste, vous attendez combien d'athlètes? Les délégations, ça va représenter, on va dire, combien de personnes en tout? Parce qu'il faut aussi organiser la logistique et puis héberger tout ce monde-là. Alors oui, c'est beaucoup de monde, mais ce que je voudrais dire d'une manière globale, les Jeux là, vont rassembler 1500 athlètes sur le même moment, mais pour accueillir davantage de monde et que ça ne coûte pas trop cher, parce qu'il y a toujours cette volonté maintenant de ne pas dépenser sans, comment dirais-je, une application directe. Au lieu d'agrandir et d'avoir tout le monde en même temps, l'organisation se fera en 2 vagues, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'athlètes, ceux qui ont quelques jours de compétition viendront sur la première période. Ceux qui, par exemple, les hockeyeurs ont des compétitions par tournoi et que ça dure du temps, eux seront sur l'ensemble de la période. Mais les premières compétitions finies que nous avons à accueillir ici, c'est le biathlon. Et quand le biathlon sera terminé, les biathlètes rentreront à la maison et arriveront les sauteurs. Et donc c'est intéressant pour nous dans le sens qu'on n'aura pas trop à gérer en masse, tout le monde en même temps sur les mêmes pistes. Il y a une vraie rotation qui va s'organiser. Il y a une rotation qui va se faire et qui est globalement pensée. Ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour en alpin, il y a différentes disciplines. Donc voilà, il y a cette volonté d'avoir davantage de jeunes dans chaque catégorie, mais sans que ça alourdisse financièrement le projet global. Alors on rappelle les sites qui vont accueillir des épreuves. Donc le site d'Étuves pour le saut à ski. Oui, saut à ski et biathlon. Et biathlon. Et biathlon, oui, oui. Et comme vous savez, c'est un sport qui brille en France et qui est vraiment très important. Et vous l'évoquiez, avec ces jeunes, les jeunes qui viendront au TUF l'année prochaine seront forcément dans les meilleurs mondiaux et qu'on aura l'occasion de revoir en Coupe du Monde à la suite. Et les délégations, elles sont fortes de combien de personnes? Par exemple, la délégation française, on ne connaît pas encore la sélection, mais elle devrait venir avec combien d'athlètes et en saut et en biathlon? Alors, si vous permettez, ce n'est pas encore arrêté, dans le sens que, justement, comme je disais auparavant, avec cette idée des 2 vagues, c'était pour étoffer, parce que, par exemple, Lillehammer, je sais que sur certaines disciplines, par nation, il n'y avait que 2 athlètes. Et c'était difficile et coûteux pour les fédérations d'envoyer le staff avec seulement 2 athlètes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas figé. On sera sur, j'allais dire, 3-4 athlètes par nation. Et la France sera en bonne place? Alors, on sait que c'est toujours par rapport à nos jeunes athlètes un avantage quand on joue à domicile. Donc ça donne une opportunité supplémentaire d'avoir davantage de monde et au moins aussi pour les jeunes qui s'intéressent à ce sport de vivre un grand événement dans un rendez-vous de dimension mondiale. Oui, c'est un premier pas vers les Jeux Olympiques, c'est très important pour faire son expérience comme on dit. Absolument, c'est indispensable pour former la jeunesse. Mais encore une fois, je reviens là-dessus parce que ça me paraît vraiment fondamental, dans ce rendez-vous international dans un an, mais aussi avec une perspective que ce centre national d'entraînement de Prémanon, ça booste aussi sa renommée internationale et les compétitions qui pourraient être jouées dans le futur. On l'a compris, William Traxel, Lausanne 2020, c'est une véritable opportunité pour tout le massif du Jura, y compris côté français. Et donc du coup, une vraie renommée pour le site d'Étuves, pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne de Prémanon. Vous attendez des retombées à la suite de Lausanne 2020 et de ces Jeux Olympiques de la jeunesse? Comme vous l'avez dit, en renommée, ça va positionner l'Étuves au même titre que ce qu'on évoquait tout à l'heure, Lillehammer ou Innsbruck, qui sont déjà des sites reconnus. Et l'Étuves va venir sur cette cour-là des grands sites internationaux reconnus dans le monde. Bon, il y a un peu de boulot d'ici un an, mais rendez-vous du coup en 2020, janvier 2020, c'est ça? Rendez-vous à tous, janvier 2020. Je pense qu'il va se passer de grandes choses et que, comme vous l'avez dit, c'est bien et beau pour le ski nordique jurassien, mais c'est aussi profitable à l'ensemble du ski français. Rendez-vous du 10 au 22 janvier 2020 pour Lausanne 2020, donc c'est ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Merci à vous William Traxel. Vous savez tout des liens forts entre le nordique et le massif du Jura. Point de vue depuis Prémanon s'achève pour aujourd'hui. Pour revoir cette émission évidemment en replay, c'est notre site internet
internet www.montblanclive.com. Moi, je vais aller faire un petit tour de ski de fond et puis on se dit à la semaine prochaine.